Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. En cette soirée, je suis ravi de vous revoir. Alors, nous allons poursuivre notre exercice et nous nous sommes arrêtés dernièrement dans la vidéo précédente, du moins à la question numéro 3. Nous sommes rendus compte qu'elle a deux volets, car il est dit, après avoir déterminé les valeurs au point particulier, ça c'est la volée numéro 1, tracer les diagrammes relatifs à T et M. Alors, une fois que nous avons déduit dans la vidéo précédente les valeurs au point particulier, alors, en toute aisance, nous pouvons tracer nos différents diagrammes. Ceci dit, voici le tracé des différents diagrammes. Du point A jusqu'au point où jusqu'au point où t est égal à 0, nous avons notre diagramme. Pourquoi ce diagramme est sous forme parabolique? Tout simplement parce que son équation dans l'intervalle AB est sous la forme ax carré plus bx plus c. Ce qui dit l'équation d'une parabole ou d'une courbe. Raison pour laquelle vous voyez, on a la courbe dans tout l'intervalle. Donc là, pour t égale à 0, on a 666,67. Pour t égale à 5, on a 833,33. T étant en kilonewton. Pour le tracé du moment, nous avons tout simplement à l'abscisse x égale à 200, l'abscisse x égale à 200, à 2,638 mètres, autant pour moi, nous avons trouvé notre moment qui est 940,385. Déjà, l'équation du moment étant une parabole, nous avons une courbe qui décroît jusqu'à toucher le point d'inflexion à x égale à 2,638 et commencer à changer de sens de variation jusqu'à l'abscisse x égale à 5. Ceci dit, nous allons déduire les valeurs maximales. Donc ici, dans notre système, l'effort tranchant maximal est T de 5 qui donne 833,33, ce qui est là. Et là, dans cet intervalle, nous n'avons qu'un seul moment, qui est le moment max, qui est effectivement M max égale à 940,385 kN point mètre. Alors, relativement au tracé, ou du moins, relativement au tracé des contraintes normales, nous allons commencer tout d'abord par les déterminer. Alors, ici, il est dit à la question 5, calculons les contraintes normales de traction et de compression en mégapascal par la méthode de Navier. J'ai fait un petit schéma illustratif de la section transversale de notre pouce, tout en précisant que la partie qui est au-dessus de notre axe neutre, l'axe neutre, c'est cet axe horizontal qui passe par le centre de gravité et est parallèle aux points extrêmes. Alors, j'ai fait ce schéma illustratif pour en fait ressortir le message qui est la partie supérieure d'une poutre est appelée partie, ou du moins la partie supérieure de notre section est la partie en compression. Dans le cas où cette section est une section de la travée, mais si c'était peut-être une section de l'appui, alors notre partie comprimée ou en compression devait être en bas et la partie en traction devait être en haut. Mais comme ici, notre moment max est entravé, ce qui signifie que la partie supérieure de l'axe, la partie supérieure au-dessus de l'axe neutre est la partie comprimée et la partie inférieure est la partie tendue. Or, ici, là, notre section est symétrique. Ceci dit,
le centre de gravité tombe au milieu de telle en sorte que les ordonnées sont identiques, telles que du centre de gravité au point extrême, nous avons HU2 et pareil pour le point extrême inférieur. Ceci dit, la contrainte normale de compression, que j'appelle sigma C, est égale au moment max divisé par le module de flexion suivant la grande inertie de notre section, ou notre module de flexion suivant la grande inertie est égal au moment d'inertie au moment quadratique central suivant l'axe Z sur la hauteur de compression qui est cette hauteur-ci, la hauteur de notre partie comprimée qui est HU2 avec HC qui est la hauteur de compression égale à HU2. Donc j'ai bien précisé là, HC est la hauteur de compression. Ceci dit, quand nous remplaçons cette expression dans cette formule, nous trouvons notre contrainte de compression égale au moment max fois la hauteur de compression sur le moment d'inertie. Or, quand nous remplaçons, nous avons eu précédemment un moment max de 940,385 kN pour mètre. Alors, ici, il faut faire très attention avec les conversions, car de manière facile et simple, nous pouvons calculer les contraintes suivant deux unités. Nous pouvons calculer les contraintes en bar, ou nous pouvons calculer les contraintes en mégapascal. Mais dans l'énoncé, il est dit de calculer en mégapascal. Or, quand nous faisons les équivalences, nous constatons que le mégapascal a deux équivalents, tels que le newton sur le millimètre carré ou encore le méganewton sur le mètre carré. Donc nous avons le choix, soit nous convertissons le moment en méganewton et nous laissons méganewton pour mètre et nous convertissons les unités de distance en mètres et le moment quadratique en mètre puissance 4, soit nous convertissons notre moment max en newton point millimètre et toutes les unités de distance telles que la hauteur de compression en millimètres et nous convertissons le moment d'inertie en millimètre puissance 4, ce que nous avons fait ici. Alors, pour passer de, nous savons que 1 kN point mètre est égal à 10 puissance 6 newton point millimètre, ce que nous avons fait. Donc, ça va faire 10 puissance 3 fois 10 puissance 3 qui donne 10 puissance 6 fois 25. 25 qui est en centimètres, qui est HU2. Quand nous divisons HU2, ça fait 25. Nous allons convertir en mètres, donc nous allons faire fois 10. Et nous allons calculer le moment d'inertie. Sur le moment d'inertie central, le suivant, Z, qui est BH au cube sur 12. Et quand nous calculons BH au cube sur 12, sachant que B c'est 20, H c'est 50, nous calculons BH au cube sur 12, nous trouvons en centimètres puissance 4. Alors, pour quitter de centimètres puissance 4 à millimètres puissance 4, nous allons tout simplement faire fois 10 puissance 4, car chaque unité contient 4 cases. Ce qui dit de centimètres puissance 4 à millimètres puissance 4, nous faisons fois 10 puissance 4. Ce qui nous donne 112,846 newtons par millimètre carré. Nous pouvons écrire de cette façon ou nous pouvons encore écrire en mégapascal puisque les deux sont des équivalents. Alors, pour la contrainte normale de traction que j'appelle sigma T, étant donné que la hauteur de compression est égale à la hauteur de traction, alors cela insinue que la contrainte normale de compression est égale à la contrainte normale de traction. Déjà, il faut bien souligner que nous sommes en flexion, raison pour laquelle il y a la formule de Navier. Et ce qui varie sur cette formule en flexion simple ou plane, ce sont les hauteurs de traction et de compression.
Dans le cas où les deux sont identiques, ou du moins où les deux sont égaux, alors cela traduit tout juste que la contrainte de compression est égale à la contrainte de traction, d'où nous avons eu le même résultat identique à celui du haut. Donc je vous remercie vraiment pour votre merveilleuse attention. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Et dans la suite de la vidéo, nous allons voir comment tracer le diagramme de répartition des contraintes normales ainsi que son interprétation. Je vous remercie.